Et je souligne ce point, malheureusement, pas toutes les décisions de recrutement font appel au recrutement interne. Machine, toutes les décisions de recrutement font appel aux sources internes. Pourquoi? Parce que parfois, on a fait le diagnostic interne et on n'a pas trouvé le bon profil. Il ne va pas satisfaire notre besoin. Est-ce qu'on va quand même recruter en interne? Alors, je pense que c'est bien. Il faut s'orienter vers l'externe. C'est pour cette raison, généralement, les entreprises considèrent la source interne comme étant la première étape. Une fois que je n'arrive pas à recruter ou à trouver le bon profil, je peux faire appel au recrutement externe. Mais le problème, dès le moment où je parle de recrutement externe, il y a des problèmes techniques. Alors on pose la question, qui va assurer le recrutement? Comment on va recruter? Le profil de la personne qu'on va recruter. Est-ce qu'on a des exigences de culture? Quand on va recruter? Alors, le comment en termes de processus. Donc, plusieurs questions commencent à émerger. Il faut trouver des éléments de réponse à ces questions. Donc, de point de vue technique, opérationnel, le recrutement externe est beaucoup plus compliqué. Parce que le risque, il est élevé. Je recrute quelqu'un, mais il y a toujours un risque. Peut-être c'est le bon ou le mauvais profil. Donc, généralement, au niveau de cette étape, les entreprises prennent leur temps pour préparer, bien sûr, le recrutement externe. Voilà, s'il vous plaît, la deuxième source, c'est le recrutement externe. Donc, la question qui se pose là, dans quel cas, dans quel cas de figure, l'entreprise peut faire appel au recrutement externe? Quel est le fait? Rappelez-vous de ces deux cas de figure. Il y a deux cas de figure, il y a deux situations. Première situation, premier cas. Lorsqu'il n'y a aucun collaborateur, je vais bien attention. Lorsqu'il n'y a aucun collaborateur en interne qui peut occuper le poste. Attention, lorsque je dis aucun, il y a les deux lectures. Soit aucun en termes de compétences, mais il y a aussi le cas où vous avez quelqu'un ayant des compétences, mais il refuse la promotion. Parfois, vous dites, écoutez bien sûr, on prend un exemple, on a un exemple clair par rapport à ce point. Au niveau d'une entreprise, il y a un responsable logistique partant en retraite. C'est bon, ça c'est un. Il faut choisir quelqu'un. Normalement, la logique stipule qu'on va faire appel à son adjoint. Parce que bien l'adjoint dialogue, donc celui qui a occupé le poste pendant 5 ou 6 années. On a proposé le poste à ce monsieur. Il va faire une augmentation de salaire, un changement de statut, il va intégrer le comité d'entreprise de top management. Donc, de point de vue statut hiérarchique, c'est beaucoup plus intéressant. Le monsieur, il a refusé. Il a refusé. Il a dit non, pas de promotion. Et là, pourquoi tu as refusé cette promotion? Pour lui, c'est plus de responsabilité. Non, il a des compétences adéquates avec le poste, un de nouveaux profils. Mais pour lui, il dit, écoutez, c'est un travail de plus. C'est exactement, je vais être appelé à se déplacer, par exemple, au port, à avoir des problèmes avec, ou à des prises de négociation avec des transitaires, avec des fournisseurs. Ça fait un j'assure l'aspect administratif. Donc pour lui, et il ne veut pas avoir une responsabilité de plus. Donc, est-ce que je dois imposer? Est-ce que j'ai le droit d'imposer pour les gens? Je vais être responsable de justice. J'ai pas le droit. Si jamais j'impose, je vais être une compte autoritaire, moussabite, et j'impose, quelles seront les conséquences? D'abord, démotivation, un problème dans la productivité, rendement, et automatiquement, le perdant, c'est l'entreprise. Donc lorsqu'on dit aucun collaborateur, c'est par rapport à la capacité, ou le potentiel, mais aussi par rapport au quoi? Exactement. Donc, le pouvoir et le vouloir. Le pouvoir en termes de quoi? La capacité, la compétence, la qualification, le vouloir en termes de volonté. Croyez-moi, s'il vous plaît, parfois on propose des postes pour des gens, des collaborateurs en interne, qui vous disent là, les cas qui n'ont pas dit, ma bref, c'est la responsabilité, ma bref, c'est ça.
Donc automatiquement, dans ce cas-là, l'entreprise va trouver d'autres moyens pour motiver, parce que le salaire, ce n'est pas toujours le seul élément qui motive les gens. Donc voilà la première situation. C'est aucun collaborateur ne dispose de compétences nécessaires ou n'a affiché tout simplement une volonté pour occuper le poste. Ça signifie qu'on doit faire appel aux sources externes. Deuxième élément, alors c'est ce qu'on appelle, c'est la notion de volonté, c'est la notion bien sûr d'accepter le poste, et dans ce cas-là, attention s'il vous plaît, l'entreprise, s'il exige à ce que le collaborateur occupe le poste, et va avoir des préjudices en termes de productivité par la suite, et en termes aussi de fonctionnement. Donc là, attention s'il vous plaît, là c'est très important de comprendre une chose. Là, c'est très important de comprendre une chose. Lorsqu'il occupe un poste, il faut qu'il soit motivé. Parce que c'est sa motivation qui va le pousser à mettre en place un bon comportement. Axé sur quoi? Sur la réalisation des objectifs. Plus la personne est démotivée par rapport au poste, plus on ne va pas atteindre les objectifs de l'entreprise. Donc, s'il vous plaît, aucun collaborateur n'a pas la capacité et la volonté de l'entreprise de faire appel au recrutement externe. Attention, il y a des entreprises qui évoluent, je vais faire appel au recrutement externe. Quel que soit le potentiel interne. À l'abri du parce que le fait de faire appel au recrutement externe, ça va permettre de recruter une nouvelle expertise, des nouvelles éducations, compétences, et ça c'est un plus pour l'entreprise. Donc, s'il vous plaît, le recrutement externe, on peut le faire en s'appuyant sur plusieurs choses. Alors, première source de recrutement externe, c'est ce qu'on appelle la candidature spontanée. Alors, c'est quoi la candidature spontanée, s'il vous plaît? Quelle est la candidature spontanée? Vous êtes? Ah, d'accord. Donc, ça signifie quoi ici? Et donc, une candidature spontanée, est-ce qu'il répond à un besoin déclaré? Non. Exemple, vous, à la fin de l'année, Inch'Allah, vous allez avoir votre licence. Vous allez constituer un dossier. Il y a 2 documents. Un CV et lettre de motivation. Une grande partie parmi vous, ce qu'ils vont faire, c'est quoi? Ils vont déposer les dossiers auprès des entreprises. Ça, c'est ce qu'on appelle la candidature spontanée. Il n'y a pas un besoin. Réussissez le dossier, d'y aller. Attention, c'est la première base consultée par l'entreprise. Je ne sais pas lorsqu'on va occuper. J'ai besoin d'un comptable. J'ai besoin de laisser des lettres. Attention, parfois, il y a des besoins qui ne sont pas communiqués et déclarés. Parce que sur la base de la candidature spontanée, on peut trouver le bon profil. On a recruté des administrateurs, la base de données des candidatures spontanées. Donc la première phase, c'est ça, c'est la candidature spontanée, c'est des CV déposés par les candidats. Deuxième élément, l'annonce dans les médias. Alors là, tu peux utiliser cette annonce, mais attention, lorsqu'on parle de médias, il y a 2 types de médias. Il y a médias ayant une vocation généraliste, il y a médias spécialisés. Et attention, lorsqu'on dit médias spécialisés, c'est le coût, ça coûte cher. Parfois, on peut faire appel à des sites de recrutement spécialisés. Recrute.com, par exemple. C'est un site qui est coûteux de point de vue, bien sûr, annonce. Mais attention, il y a une certaine il y a un certain ciblage. On cible le personnel ou le profil qu'on cherche tout simplement à recruter. Troisième élément, les réseaux institutionnels. La NAPEC, par exemple. Alors parfois, les entreprises ils font appel aux réseaux institutionnels. Au Maroc, par exemple, on a la NAPEC. La NAPEC, elle joue quel rôle, la NAPEC? Intermédiaire entre l'entreprise, le monde d'entreprise et les personnes qui cherchent de l'emploi. Donc, il joue le rôle d'intermédiaire. Elle fait la sélection, elle fait le tri, parfois elle fait même l'action de formation. Donc, il joue le rôle tout simplement d'un intermédiaire, d'un catalyseur au niveau de ce marché de travail. Donc, moi, en tant que recruteur, je vais appeler s'il vous plaît, j'ai besoin d'un CV X ou d'un profil X. Alors, il m'envoie tout simplement l'ensemble des personnes qui disposent en fait de ce profil. Alors, vous, en tant que futur chercheur d'emploi, il faut s'inscrire à la NAPEC. Il faut s'inscrire au niveau de la NAPEC, au niveau des réseaux institutionnels. Parce que c'est la première base de recrutement des entreprises. Un autre
autre élément, les réseaux professionnels. Lorsqu'on parle de réseaux professionnels, attention, parfois, l'entreprise cherche un profit typique. Et cherche à réduire le risque de l'erreur. Qu'est-ce qu'il fait? Il appelle son réseau professionnel. Alors, on peut trouver par exemple les ordres, l'ordre des comptables, l'ordre des notaires, l'ordre des experts comptables. Ce sont des réseaux professionnels auxquels on peut trouver bien sûr des profils bien cités. Donc, comme vous pouvez le constater, plus le profil est important, plus l'entreprise a intérêt à quoi? À élargir le champ de recherche. Et ça, c'est un élément qui est important et crucial. Alors, recrutement par approche directe, lorsqu'on parle de recrutement par approche directe, alors parfois, ça dépend bien sûr de contexte, et rappelez-vous, on a dit que l'entreprise marocaine, la PSE, est fait référence à la notion de cercle de confiance. Recrutement direct, c'est-à-dire là, je m'adresse directement à la personne concernée. C'est comme un exemple. Les forums de l'emploi. Alors, parfois, cette année même, il y avait une organisation de forums d'emploi à MLG. Donc, il y a des forums d'emploi. Les entreprises elles se déplacent, elles en descendent, elles présentent leur structure, leur activité, et elles cherchent des candidats. Elles cherchent des candidats. Alors, la plupart des lauréats des grandes écoles, elles se déplacent, les lauréats d'école et universités se déplacent vers ce forum. Alors, elles sont en contact direct avec l'entreprise. Aucun des entretiens direct. Alors, vous intéressez par quel poste, quelles sont vos compétences potentielles. Donc, forum d'emploi, c'est un lieu de contact direct. Et ça facilite la communication, ça facilite aussi l'action de recrutement. Mais, à mon sens, au Maroc, le grand problème de forum d'emploi, c'est au Maroc, c'est qu'il y a un besoin énorme. Chaque fois qu'on organise des forums, on trouve des milliers et des milliers de personnes, et malheureusement, les recruteurs, ils se perdent. Quand tu as un recruteur, il passe des centaines de recrutements pendant la période du forum, et parfois, il ne trouve pas le bon profil. Le chasseur de tête, alors si on parle de chasseur de tête, c'est qui un chasseur de tête, s'il vous plaît? Lorsqu'on parle de chasseur de tête, qu'est-ce qu'il fait le chasseur de tête? Les bons profils, mais surtout ce qu'on dit bons profils, un chasseur de tête, un chocagoulé. Un chasseur de tête. Comme les jours. Alors, si l'un des résultats de la société X, qui voulait attaquer les réfugiés. C'est ça un chasseur de tête. C'est-à-dire, vous ciblez un profil que vous voulez attaquer. Coûte. J'ai voulu. Alors, ce qu'il est le chasseur de tête, alors, et l'autre, on négociait sur les choses. Il y a une entreprise qui désire tes compétences, qui désire à ce que tu sois un acteur au niveau de ce poste. Alors, tu demandes combien pour quitter ce poste. Alors là, la personne, alors bien sûr, il va se mettre en vain là. Vous allez écouter, maintenant je touche 40 milliards. Si vous me donnez 25% ou 30% de plus, je change de poste. Plus, vous allez donner une prime de résultat. Plus, vous allez donner ça et ça et ça. Alors la personne, elle exige. Bien sûr, l'entreprise, donc elle va accepter ses exigences. Lorsqu'il le profil est là une valeur ajoutée extraordinaire. Il est rare. Surtout puisqu'elle implique aussi. Surtout lorsqu'on parle d'entreprise cotée en bourse et lorsqu'ils chassent des PDG. Regardez comme un exemple. Steve Jobs, c'est la mort de Steve Jobs. Après la mort de Steve Jobs, l'entreprise Apple a perdu à peu près 2 milliards. Suite à la mort de ce monsieur, les cours d'actions ont baissé. Parce que les actionnaires, ils avaient confiance dans cette entreprise suite à quoi? À la présence de ce grand homme. Alors automatiquement, Apple l'a compris. Alors automatiquement, ce qu'il a fait, il a nommé à la place de Steve Jobs l'ancien adjoint qui est aussi reconnu par les actionnaires. Du coup, la valeur des actions a augmenté. Donc les entreprises, lorsqu'ils cherchent des PDG qui sont reconnus à l'échelle internationale, ça crée quoi? Une assurance chez qui? Chez l'actionnaire. Donc, des PDG, non, je dois entrer en processus de négociation. Il y a même ce qu'on appelle des primes de signature. Vous savez, c'est quoi une prime de signature? Un jour, quand tu dis, ok, j'ai dit, rien de signer
avec 2 millions de dirhams, avec 200 000. Alors automatiquement, alors on négocie les conditions. Mais comme vous l'avez dit, pour des profils qui sont comment? Qui sont rares et qui peuvent apporter une valeur ajoutée extraordinaire pour nous, pour l'entreprise. Donc, s'il vous plaît, lorsqu'on parle de sorte de tête, c'est un profil de point de vue valeur ajoutée, il est vraiment très 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 important. Et le dernier élément, c'est ce qu'on appelle le cercle de relations. Au Maroc, on parle de cercle de confiance. Rappelez-moi, s'il vous plaît, les 3 niveaux de cercle de confiance pour la PME au Maroc. La famille, les amis et les connaissances. Ce sont les 3 niveaux de cercle de recrutement. Alors, s'il vous plaît, le choix, bien sûr, de l'un de ou l'une de ces sources dépend, bien sûr, de la capacité financière de l'entreprise, de l'assise financière de l'entreprise. Alors, dans ce cas-là, s'il vous plaît, ce processus externe affiche aussi des avantages et inconvénients. Premier avantage, regardez bien, renouvellement des ressources. Je sais ce point-là. Qui peut expliquer ce point? Renouvellement des ressources. Chaque fois qu'on intègre une personne, suite aux sources externes, ça fait quoi? Son œuvre, des nouvelles idées et aussi des nouvelles compétences. Donc automatiquement les ressources internes elles sont recyclées et elles sont renouvelées. Et ça c'est un élément qui est important. S'il vous plaît, on a constaté une chose, et ça c'est par rapport au recrutement externe. Chaque fois qu'on recrute quelqu'un en externe, il y a deux comportements qui se développent. Le comportement de la personne qu'on vient de recruter et le comportement des personnes en place. La personne en place, elle va essayer de montrer comme quoi elle sait faire mieux et plus que la personne qu'on vient de recruter. Et la personne qu'on vient de recruter, elle essaie de démontrer comme quoi c'est le bon profil. Donc elle essaie de travailler mieux. Et ça crée quoi? Une compétition. La compétition, elle est bénéfique lorsqu'elle est positive. Ça ne crée pas de conflit. Donc le rôle du manager, lorsqu'il recrute quelqu'un d'externe, parce qu'il fait appel aux sources externes, il faut préparer le terrain, il faut préparer ce qu'on appelle l'aspect psychologique. C'est très très important. L'équipe de ce système, j'ai un du système. Quelque chose qui m'a fait, quelque chose qui m'a un danger. وهذاك اللي جاي من ce système, quelque chose الناس اللي كاين في ce système ما قاديروش. Donc automatiquement chacun va essayer de mettre en place un processus pour se protéger. Et là on peut constater ce qu'on appelle des mécanismes de défense psychologique. Et dans ce cas-là, le manager il doit être très intelligent et accompagner les deux. La personne sur place et la personne qu'on vient de recruter. Montrer à la personne sur place comme quoi la personne qu'on a recrutée c'est pas une menace. C'est pas un risque, et montrer à la personne qu'on vient de recruter que l'ancienne personne, c'est un collaborateur beaucoup plus qu'un concurrent. Et ça, c'est un élément qui est important. Deuxième avantage, on peut introduire des changements. Voici chaque fois qu'on recrute quelqu'un, suite au recrutement ou suite aux sources externes, la personne qui vient en l'entreprise, pour montrer, soi-disant, sa valeur ajoutée, qu'est-ce qu'il fait? Il constate les cas des lieux, et il vous propose des modifications. Et là, je vous propose des modifications. Parce qu'il a quoi? Il a une expérience. Elle a ces entreprises, ils demandent quelqu'un qui est comment? Expérimenté. Parce que quelqu'un qui est expérimenté, il va toujours vous apporter du changement. Je me la carte de l'entreprise des dates. Voilà, on peut faire ça de cette façon. On peut améliorer le processus. On peut intégrer des changements dans cette étape. Et tout ça, ça crée un processus qui, avec le temps, va se perfectionner. Donc, dans ce sens, ça signifie quoi? Ça signifie que l'entreprise, lorsqu'elle rencontre quelqu'un de l'externe, et doit s'attendre à l'introduction des changements. Un autre avantage, c'est le développement de l'entreprise. Grâce au changement, grâce à l'amélioration, grâce simplement à l'actualisation des connaissances, on développe l'entreprise. Mais attention, il y a des inconvénients. Premier inconvénient qui fait peur aux entreprises, c'est choc culturel. C'est comme un exemple basique d'une entreprise avec une où il y a un problème de recrutement qui a créé un grand conflit. Cette entreprise, dans l'âge, l'acteur le plus jeune, il a 45 ans. Serait l'entreprise à 100%. Alors, vu le développement d'entreprise et vu le secteur d'activité, on était dans l'obligation de recruter.
On a recruté un commercial, jeune commercial, un de 22 ans, 22 ans. À votre avis, le premier problème, probablement ce cas-là, c'est quoi? L'âge. Choc de quoi ici? On parle de quel choc ici? Génération. Choc de génération. Il considère que le jeune, il est comment? Il n'est pas expérimenté, hein? Il n'est pas responsable, chiffre entre parenthèses. Alors automatiquement, on donne un mauvais jugement sur la personne. Le jeune, lorsqu'il commence à travailler, il commence à donner des idées qui ne sont pas acceptées par les autres. Et je trouve les personnes âgées comme étant des personnes dépassées, classiques, archaïques, mardi. Automatiquement, ça crée quoi? La confrontation, ça crée un conflit. Et c'est un grand problème. Aujourd'hui, l'entreprise doit trouver une solution. Ça, c'est une solution. Parce qu'il ne peut plus recruter des personnes dont l'âge dépasse 45 ans. Alors là, recruter un commercial à 200 bénéfices, ça signifie quoi? Un commercial qui a déjà travaillé, il a une grande expérience, donc le salaire va être comment? Très important. L'entreprise a une capacité financière pour recruter des commerciaux à 15 ou 16 000 dirhams. Et peut recruter des commerciaux à 7 ou 8 000 dirhams. Donc des débutants. Mais lorsqu'il va intégrer les débutants, il va avoir ce problème. Donc la source externe parmi les problèmes qu'il crée, c'est ça, le choc culturel. On a un problème de culture, on a un problème de génération. Et ça, il faut le gérer. C'est pour cette raison. Avant d'occuper, il faut toujours préparer le terrain, préparer l'esprit. Un autre inconvénient, c'est l'intégration. Attention, je vous pose une question. Qui a besoin de plus d'intégration? Le candidat interne ou le candidat externe? Externe. Il a besoin, attention, passer de deux niveaux d'intégration. Le premier intégration, c'est le poste. Il a besoin de comprendre d'abord le fonctionnement de poste. Quelles sont les tâches, quelles sont les missions, quels sont les objectifs. Donc ça, c'est l'intégration poste. Mais aussi l'intégration entreprise. Le poste, il n'est pas isolé. Il intègre un système, donc il doit comprendre avec qui il va collaborer, avec qui il va travailler, avec qui il va communiquer, quels sont ses supérieurs, quels sont ses collaborateurs, ses subordonnés. Donc c'est l'intégration entreprise. Donc le processus d'intégration pour les candidats externes, il est généralement lent. Et plus le processus est lent, plus le risque d'échec est élevé. La personne ne s'intègre pas rapidement. Le risque de l'échec, donc il est très élevé. Donc je dois mettre en place tous les moyens nécessaires pour assurer l'intégration de la personne. Troisième élément, c'est le risque de l'inconnu. Attention, les entretiens, le processus, tout ce qu'on est en train d'expliquer ici, c'est une démarche. C'est un processus, scientifiquement parlant, bien étudié. Mais est-ce que ce processus, ça signifie qu'on va éradiquer, supprimer le risque de l'échec? Un bon profil. Pas forcément. Le processus, qu'est-ce qu'il fait? Le risque. Et le risque. Peut-être tu vas occuper le bon profil. Lorsqu'on dit peut-être, c'est une possibilité. Donc ça se peut aussi à ce que le profil ne soit pas bon. On a un élément très important. J'insiste sur ce point pour vous. Parce que chaque fois que j'entame des entretiens de recrutement, quelques systèmes de candidats, quand vous posez la question, quelles sont vos attentes? Quels sont vos objectifs? Qu'est-ce que vous cherchez? La plupart des gens, comment ils répondent? Mon objectif, moi, c'est aller le salaire, ماشي مشكل، اللي عطيتيه لي انا غادي نخدم به. Quelles sont vos attentes? Alors dans ce cas-là, la personne ne développe pas un comportement, change de comportement. Il veut, non, c'est pas de valorisation, il cherche juste à quoi? À avoir le poste. Un rêveur de poste. Donc rêveur de poste. Hein? Alors, une fois il a le poste, il travaille et il commence à quoi? Ça va aider à faire au début, on vous a donné ce salaire, vous avez accepté. Moi, ça fait un salaire, c'est pas intéressant pour moi. Les conditions de travail, ils commencent à exiger
une voiture. C'est pas un transport personnel. Alors, de l'autre fois, on vit la personne, une voiture. Alors, l'entreprise, ils devront un comportement tout à fait différent. Je trouve qu'ils ont ça de licenciement. Et lorsqu'on parle de processus de recrutement, on va être des mots. Un conseil, la franchise. Soyez vous-même. Il faut mettre sur la bras 4 000, 5 000 dirhams, vous brûlez 4 000 dirhams, vous brûlez 5 000 dirhams, vous brûlez 10 000 dirhams. Bon, parenthèse là. L'essentiel, il faut être capable de demander le salaire. Je n'ai pas un moyen de transport. C'est les couleurs. Mais un moyen de transport. Est-ce que vous avez des solutions? Il y a toutes les contraintes, il faut les dépasser. Le jour de recrutement, même après le recrutement. C'est pour cette raison, malheureusement, parmi les facteurs qui donnent lieu à ce que le recrutement échoue, c'est l'absence de franchise. La réalité. Attention, j'insiste sur ça, essayez d'être vous-même, essayez de mettre en évidence vos besoins et aussi vos exigences. Donc le risque est toujours là. Voilà ce que fait la source interne et la source externe. Bien sûr, lorsque je vais choisir une source, c'est écoutez bien, qui va assurer le recrutement? Je connais le recrutement.